Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'info, une matinale spéciale ce matin sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale consacrée pour cette première demi-heure aux résultats de cette primaire de la gauche, de la Belle Alliance. Puis nous retrouverons à 8h notre invité politique qui est Alexis Bachelet, le porte-parole de Benoît Hamon. Mais pour analyser et décrypter ces résultats ce matin, Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé, merci d'être avec nous. Jefferson Desports du Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA qui représente le Progrès de Lyon sur ce plateau ce matin. Merci Pascal d'être là. On va rappeler les résultats rapidement. Benoît Hamon 58,72%, Manuel Valls 41,28%. Une nette hausse de la participation hier. C'est quasi définitif et la barre des 2 millions de votants a été franchie. On va tout de suite regarder le grand vainqueur de la soirée, Benoît Hamon, mais aussi ce qu'a dit Manuel Valls. Un reportage sur tout ce qui s'est passé hier au soir avec Flora Sauvage de Public Sénat. On regarde. Une poignée de mains furtives. Sourire crispé, Manuel Valls accuse le coup. Serein, Benoît Hamon, le grand vainqueur de la primaire, lance un appel au rassemblement de la gauche. Fort de sa victoire, l'ex-frondeur, aujourd'hui candidat socialiste à l'élection présidentielle, espère être entendu. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. S'il existe des différences, les idées en partage sont si nombreuses. Jamais les forces de progrès ne perdent à se parler, à construire ensemble. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français aujourd'hui. L'ancien Premier ministre reconnaît immédiatement sa défaite. Il félicite le vainqueur, mais défend son bilan. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. Et je tiens chaleureusement à le féliciter. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Une mission difficile. Vivement attaqué par son propre camp, Benoît Hamon va devoir convaincre sur son programme et surtout éviter que l'aile la plus à droite du parti aille rejoindre Emmanuel Macron. Pascal Jalabert, le Progrès de Lyon. Benoît Hamon, c'est une surprise, pas par rapport au résultat du premier tour, mais par rapport à son score il y a quelques semaines, quand il a démarré. C'est certain que si on nous avait dit début octobre qu'on aurait Benoît Hamon comme candidat du Parti Socialiste à la présidentielle, pas grand monde aurait parié sa chemise là-dessus. Moi, je vais revenir sur la formule de Manuel Valls qui parle de belle mission. C'est une mission très compliquée parce que ce matin, on voit déjà des députés pro-Valls demander l'asile politique chez Macron. Il risque aussi d'y avoir un exil d'électeurs de centre-gauche vers Macron. Donc pour Benoît Hamon, je crois que le plus dur commence ce matin. Jefferson Desports, il a été élu au fond par les jeunes, Benoît Hamon. Oui, c'était ce qu'on a pu voir hier soir à son QG. Il y a effectivement beaucoup de jeunes, mais ce résultat de Benoît Hamon montre au moins une chose, c'est qu'on ne gagne pas une primaire en arrondissant les angles. François Fillon l'a montré clairement à droite, et la campagne de Benoît Hamon, très ancrée à gauche, a fait le job, quoi. Finalement, il a coché toutes les cases, il l'a emporté, et du coup, maintenant, oui, il est à l'épreuve du rassemblement, mais je pense qu'il y a au moins un élément qu'on peut retenir de sa déclaration hier soir, c'est qu'il ne se laissera pas enfermer dans la peau du candidat du rêve. Il a ajouté un mot à son propos, c'est celui de responsabilité. Il a dit les socialistes ne doivent jamais se dérober face aux responsabilités, au pouvoir. Autant vous dire que François Hollande a dû apprécier cette petite phrase. Hervé Favre. Oui, François Hollande, c'est effectivement le grand perdant de la soirée, parce que c'est quand même terrible. Pour moi, enfin, ce que j'ai écrit ce matin, c'est que ce vote, c'est une motion de censure finalement populaire qui arrive à la fin du quinquennat. Manuel Valls est le grand perdant, mais derrière, c'est quand même effectivement François Hollande. Quant à la question du rassemblement, qui est évidemment sur toutes les lèvres depuis hier, on demande à voir, justement, c'est le moment où il faut arrondir les angles. Est-ce que Benoît Hamon pourra arrondir les angles de son programme ? Réponse dans les prochains jours. Il faut dire aux téléspectateurs, c'est une victoire extrêmement claire.
Ah oui, sans ça, appel. de ce point de vue-là, 58,72. on a connu des résultats au PS compliqués et contestés. Là, On dit mieux que François Hollande d'ailleurs dans la primaire qu'il avait opposée à Martine Aubry. Quand même pas, Oui. parce qu'il y a moins il y d'électeurs. a moins d'électeurs quand même. Il Oui, y a il y moins a quand même Sur le papier, en tout cas. 1 million de moins, pratiquement 1 million de moins d'électeurs. Donc c'est quand même une différence. Cela dit, vous rappelez la primaire de 2011. Il y avait beaucoup moins de différence entre Martine Aubry et François Hollande qu'il y en a entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Je dirais même que là, il y a un fossé, quoi. On ne voit pas comment ce fossé pourrait être comblé en aussi peu de temps. On va revenir sur l'ambiance hier soir dans les QG, la réaction des militants chez Benoît Hamon, mais aussi chez Manuel Valls. C'est Marion Châtelain de LCP qui était sur place hier soir. La maison de la mutualité plongée dans l'euphorie. Après avoir créé la surprise lors du premier tour de la primaire, Benoît Hamon a transformé l'essai en s'imposant largement face à Manuel Valls. Pour les militants, c'est un fait rare pour eux ce soir, c'est le vote de conviction qui l'a emporté. On y réveille quoi. On a un vrai candidat de gauche pour ces prochaines élections. Il y a une vraie attente et que quand on porte un projet politique de gauche, eh ben, il y a des gens qui se mobilisent dans ce pays et qui se déplacent jusqu'aux urnes et qui sont prêts à répondre présent, quoi. La primaire s'achève, mais les soutiens du vainqueur le savent. Une nouvelle bataille commence, celle du rassemblement. Moi, je suis sûr qu'il y aura des appels partout. Yannick, Jean-Luc, Benoît, mettez-vous ensemble là. 72 heures, faites-nous un programme commun de gouvernement et proposez-le, parce qu'alors là, la dynamique, elle renversera Fillon et Le Pen. Première étape, le rassemblement au sein du PS. Chez les valsistes, beaucoup de journalistes, mais très peu de militants présents. La déception est grande et tout hésite entre discipline de parti et franche hostilité envers Benoît Hamon. On verra comment ça se passe cette semaine, les gestes que fera ou que ne fera pas Benoît Hamon. On verra comment tout ça se présente. J'attends de voir si le programme de Benoît Hamon va évoluer, puisque force est de constater qu'aujourd'hui le programme de Benoît Hamon n'est pas défendable. Va donner envie de rendre, je reprends ces termes, le futur désirable réel. Je crois qu'il y a du travail encore pour convaincre les Français. Dès aujourd'hui, Benoît Hamon a rendez-vous avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le candidat socialiste a 3 mois pour rassembler une famille politique morcelée. Jefferson Desport, rassemblement, c'est peut-être le mot le plus souvent prononcé. Oui, Hervé Fabre le disait, il est sur toutes les lèvres. Maintenant, moi j'apporterai 2 nuances. Il y a 2 rassemblements. D'abord au sein du PS, avec les pro-Valls. Là, il y a un vrai chantier à ouvrir pour Benoît Hamon. Je ne suis pas certain qu'il y aura tant d'exil que ça de parlementaires socialistes vers chez Emmanuel Macron, parce que n'oublions pas une chose, Manuel Valls dans le PS, c'est 5%. Si on se réfère à la primaire socialiste de 2011. Et beaucoup de gens au PS, chez les dirigeants, le savent très bien. Il ne pèse pas si lourd que ça, donc déjà ça va limiter un peu le spectre. Et ensuite, il a quand même le soutien de Martine Aubry, d'Anne Hidalgo. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui comptent autour de lui, et ça peut créer, il a quand même fait un score suffisamment parlant pour faire finalement cette espèce de paix. Ce sera compliqué, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas si impossible que ça. Et ensuite, il y a le rassemblement à l'extérieur du PS avec les écologistes Yannick Jadot et surtout Jean-Luc Mélenchon. Avec le premier, des passerelles sont possibles. Avec le second, ça reste encore à voir. Yannick Jadot va parler ce matin, d'ailleurs, sur une des radios. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. Yannick Jadot m'a dit il est hors de question que je me sacrifie une nouvelle fois. Enfin, pour le PS qui a tout perdu depuis 2014. Enfin, donc, encore faut-il qu'il après, il faut ses signatures. qu'il ait ses signatures. Pour l'instant, il dit qu'il est à mi-parcours. Mais enfin, il sera quand même difficile à convaincre. Il a adouci un petit peu son propos hier. Oui. Mais Jean-Luc Mélenchon, je parle maintenant. Non, j'ai pas entendu ça. Jean-Luc Mélenchon, pour moi, c'est quand même le deuxième grand perdant de la soirée, parce que là, il voit une concurrence. Oui, il a dit qu'il était d'accord pour prendre un café quand même. Oui. C'est vrai qu'il a adouci un peu les choses. Benoît Hamon va tenter de nous refaire la gauche plurielle, mais avec Mélenchon, c'est quand même plus compliqué qu'avec Robert Hue. Mélenchon, hier soir, il a parlé de dégagisme. Il faut qu'il se méfie, parce que le dégagisme, ça peut lui retomber dessus. Là, tout d'un coup, il est vieilli, il est institutionnalisé, il est radicalisé. On a vu qu'il a recommencé à s'énerver en Dordogne la semaine dernière. Et le premier sondage, parce que, attention, maintenant, là on a eu les suffrages, on va voir les sondages. Et le premier sondage ne lui est pas favorable. Donc il faut voir quelle attitude aura Jean-Luc Mélenchon, et surtout, si les sondages continuent
à faire état d'un écart qui se creuse entre Benoît Hamon et Jean Mélenchon en faveur de Benoît Hamon. C'est intéressant ce que vous dites, Pascal Jalabert. Jefferson Desport, il est vieilli, Jean-Luc Mélenchon? Non, moi j'irai pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est que c'est ce que disaient les proches de Benoît Hamon hier soir, c'est que il va prendre des voix à Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, dans quelle proportion il peut opérer une bascule suffisamment forte pour inciter Jean-Luc Mélenchon à fléchir ses positions, c'est ce qu'on va devoir observer. Maintenant, moi j'ai interviewé Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, il est absolument pas disposé à se rallier au Parti Socialiste, fût-il à Benoît Hamon. Donc c'est pas du tout dans ses propos. Maintenant, la pression clairement est sur lui. Il a un vrai rendez-vous le 5 février où il va faire son double meeting en étant à la fois à Lyon et à Paris avec son hologramme. C'est un temps fort. Il veut parasiter l'entrée en campagne de Marine Le Pen. Donc voilà, attendons encore un peu pour voir ce qui se passe. Si ce coup-là de Jean-Luc Mélenchon marche, qu'il recrée quelque chose, la compétition va être dure. Si ça fait un flop et que dans les sondages, ça ne rebondit pas avec la dynamique qui est du côté de Benoît Hamon, il aura au moins placé chacun devant ses responsabilités au moment du décompte final, au premier tour de la présidentielle. Hervé Favre. Oui, et puis Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ils sont tous les deux à gauche de la gauche, si je puis dire, mais c'est pas la même gauche, quoi. Voilà, Hamon est déjà sur une société post-travail avec le revenu universel. Il parle très peu d'industrie, Benoît Hamon. Oui, il est pro-européen. Il est plus, il veut pas rompre effectivement avec la construction européenne. Mélenchon, lui, il est quand même sur la vieille gauche industrielle, ouvriériste. Et là, c'est pas la même chanson. Pascal Jalabert, sur quelle thématique les deux hommes pourraient se retrouver? Le problème, c'est qu'on les voit pas bien. Il y a un petit peu d'écologie, mais c'est pas leur créneau fondamental. Sur le revenu minimum, Jean-Luc Mélenchon y est opposé, alors que c'est quand même le marqueur de Benoît Hamon. Sur le temps de travail, sur le temps de travail, voilà, ils se retrouvent sur les 32 heures. Sur la retraite, Mélenchon est un peu plus radical que Hamon. C'est vrai que Mélenchon, ça fait un peu vieille recette classique de la gauche, presque d'avant, la gauche de Pierre Mauroy, à laquelle Pierre Mauroy avait renoncé. Donc c'est un peu compliqué pour Jean Mélenchon. En effet, là où je rejoins Hervé, c'est que dans les perdants de la primaire, il y a un François Hollande, deux Manuel Valls et trois Jean-Luc Mélenchon. Il y a trois perdants. Et là, pour Jean-Luc Mélenchon, pour lui, le week-end prochain s'annonce décisif. Le risque, c'est d'être, entre guillemets, ringardisé, Hervé Favre. Oui, c'est clair que Benoît Hamon... Pour Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Oui, tout à fait. Benoît Hamon est porté par les jeunes. Alors, c'est marrant parce que Macron, lui aussi, on dit qu'il a beaucoup séduit les jeunes. Et là, c'est deux conceptions différentes. Macron étant l'autre grand gagnant de la soirée, on va le dire, par rapport aux résultats. D'ailleurs, on va écouter tout de suite un reportage, un sonore de Benoît Hamon qui parle de futur désirable, ce qui a été son atout dans cette campagne. On l'écoute et on revient sur le débat. Une droite conservatrice et une extrême droite destructrice. Notre pays a besoin de la gauche, mais d'une gauche moderne, innovante, tournée vers l'avenir, qui pense le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il fut, capable de fabriquer et de porter un futur désirable. Il faut écrire une nouvelle page de notre histoire. Que voulons-nous tous? Nous voulons nous épanouir dans le travail et à côté du travail. Nous devons donc inventer la protection sociale et le plein emploi du XXIe siècle. Face aux mutations du travail, à la persistance de la grande pauvreté, à un chômage qui demeure trop haut et au développement de conditions de vie et de travail précaires, je ne me résigne pas à la fatalité. Le revenu universel d'existence permettra notamment de vivre le travail plus librement, de le choisir plutôt que de le subir. Hervé Favre, Benoît Hamon, on ne peut pas lui enlever ça, il a su créer une véritable dynamique. Une dynamique et une attente chez les jeunes. Bon, c'est vrai qu'il a marqué la campagne des primaires avec son thème du revenu universel. Bon, il a été très critiqué pour ça, n'empêche qu'on n'a parlé que de ça. Donc il a quand même réussi son coup. Sans apporter d'ailleurs de réponse forcément convaincante sur le financement, puisqu'il a quand même été obligé de reculer en disant qu'on allait passer par une première phase qui finalement est la généralisation du RSA. Mais voilà, en communication, il a parfaitement réussi son coup. Oui, il a aussi parlé de beaucoup de numérique, il a parlé de robots, il a fait un peu du Ségolène Royal en parlant de perturbateurs endocriniens, de pollution dans les villes, donc de sujets de vie quotidienne, pendant que Manuel Valls nous parlait de Poutine, nous parlait de Trump, nous parlait de défiscalisation des heures supplémentaires, donc de thèmes un peu à l'ancienne. Donc du coup, Benoît Hamon est apparu
presque plus moderne. Et c'est là que le choc avec Macron va être intéressant, parce que les deux, au fond, vont un peu sur le même créneau. Il a donc dû dépasser Arnaud Montebourg sur ces thématiques-là. Et là aussi, il a été plus moderne d'une certaine manière, Jefferson. Mais on l'a vu hier soir, il a commencé quand même à adoucir son discours. On voit que c'est quand même le discours du vainqueur. Il dit on doit s'épanouir dans le travail et à côté du travail. Rappelez-vous, pendant la campagne, c'était plutôt à côté du travail. Il a aussi parlé de la société du plein emploi. Clairement, ça c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon qui veut lui aussi le plein emploi. Donc il a commencé un peu à fédérer toutes ses idées hier soir. Il a commencé à s'inscrire dans l'après. Et je pense qu'il y a quand même une forme de réalisme qui s'est imposée à Benoît Hamon hier soir. Il était sur le même credo qu'Arnaud Montebourg. Comment vous expliquez qu'il a réussi à le dépasser au fond? Mais je pense qu'il derrière, il est apparu quand même plus moderne. Arnaud Montebourg a repris ses stand-up par exemple. Ça n'a pas très bien marché. C'était sa marque de fabrique en 2011. Entre 2011 et le Arnaud Montebourg de 2017, de janvier 2017, on n'a pas forcément vu une évolution. Il a quand même eu 2 ans pour se préparer. Rappelez-vous, il se fait sortir du gouvernement après la cuvée de Frangy, enfin la cuvée du redressement productif, pardon. On était en fin août 2014. Il se fait sortir du gouvernement. Là, il part chez Habitat. Il part aux États-Unis faire quelques études, il revient, mais on n'a pas vu une pensée vraiment se structurer. Il a créé son projet France, mais il est aussi apparu comme un homme seul. Et ceux qui ont quitté Arnaud Montebourg, c'était la principale critique qu'il lui faisait, c'est on ne peut pas construire avec lui, parce qu'on ne peut pas, il faut mettre des petites mains, il faut se structurer, il faut un réseau, il faut beaucoup de choses, et ça n'a pas été fait. Hervé Favre. Il faut rappeler qu'il se fait sortir du gouvernement en piégeant Benoît Hamon et en l'entraînant finalement dans ce départ, parce que je pense que Benoît Hamon n'avait pas envie à ce moment-là de quitter le gouvernement. Il a essayé de se raccrocher. Moi, je voulais revenir sur le rôle de Martine Aubry et de ses soutiens dans cette affaire, parce qu'elle a apporté, elle a attendu le deuxième tour pour se prononcer, mais donc elle apporte une sorte de... Il faut rappeler, elle n'est pas venue assister au meeting, mais elle a envoyé un mot. Non, elle est actuellement en convalescence, donc je voudrais t'étreindre dans mes bras. Il y a un mot très chaleureux, et hier encore, elle a félicité le vainqueur. Donc elle apporte une caution d'une gauche sérieuse, gestionnaire, d'une ancienne candidate d'ailleurs à la primaire. Quel rôle elle et les siens vont pouvoir avoir justement pour essayer d'adoucir un peu ce programme? Ça va être intéressant à voir. Martine Aubry n'est pas sur le revenu universel. Benoît Hamon en convient parfaitement. La légalisation du cannabis, c'est pas non plus son truc, quoi. Donc il va y avoir peut-être des évolutions à attendre de ce côté-là. Martine Aubry, clairement, elle s'est rattrapée. Rappelez-vous le dernier congrès du Parti Socialiste à Poitiers, son alliance improbable à la dernière minute avec la motion A de Jean-Christophe Cambadélis. Si cette motion A l'emporte sur celle des frondeurs, c'est parce que Martine Aubry a apporté son soutien, et beaucoup plus qu'à Manuel Valls au gouvernement. Et les frondeurs, ce jour-là, quand elle a annoncé son soutien à la motion de Cambadélis, étaient sciés, quoi. Ils attendaient vraiment qu'elle vienne avec eux. Donc là, elle renoue elle aussi un fil avec cette aile gauche dont elle s'était un peu éloignée. Les frondeurs l'avaient franchement mauvaise. Hier, elle s'est rattrapée. Et elle aussi, elle a tourné la page du hollandisme. Rappelez-vous qu'après la sortie de Arnaud Montebourg, celui qui l'a remplacé à Bercy, c'était Emmanuel Macron. Et elle nous l'a dit très clairement, elle en avait plein le dos. Pascal Gelabert. Oui, Martine Aubry, mais aussi, je crois que Benoît Hamon a réussi à capter tous ceux qui se sont montrés hostiles à la loi travail. Alors, c'est qu'une impression, mais dans les bureaux de vote, on a vu des gens qui manifestaient contre la loi travail sous la bannière CGT, d'autres sous la bannière FO. Moi, j'ai écouté hier soir Olivier d'Artigol du Parti communiste. Il a dit, oui, la victoire de Benoît Hamon, c'est la défaite de François Hollande, c'est la défaite de la loi travail. Ça veut dire on peut peut-être un peu discuter. Donc Benoît Hamon, il a un cercle large à gauche. Maintenant, la complexité pour lui, c'est de ne pas le décevoir, tout en adoucissant le discours pour fédérer au PS. C'est un schéma classique d'un candidat à la présidentielle. C'est un schéma classique, mais là, il s'est quand même placé très très à gauche, alors que François Hollande, jusqu'à présent, faisait plutôt la synthèse, et même Ségolène Royal, dans un autre style, ne heurtait aucune des deux ailes de la gauche. Là, quand même, le fossé il était là. C'est bien le problème. Tu prononces le mot synthèse, mais aujourd'hui, on ne voit pas comment on pourrait opérer une synthèse allant de Benoît Hamon à Manuel Valls. Alors, il y a quand même quelque chose qui peut l'aider, c'est que c'est le Premier ministre qui va le recevoir cet après-midi. Comme chef de la majorité, il le recevra donc à Matignon. Est-ce que Bernard Cazeneuve et derrière François Hollande peuvent, au fond, aider Benoît Hamon d'une certaine manière? Ou est-ce que vous pensez que la rupture est telle
Je crois que François Hollande, il n'a pas trop besoin qu'il aide. Il vaut mieux qu'il reste en dehors. Je ne crois pas que ça lui sert beaucoup. Bernard Cazeneuve, il faut voir. Disons que Bernard Cazeneuve a la chance qu'il n'aura pas à affronter des frondeurs, puisque de toute façon, le quinquennat est terminé, il n'y a plus grand-chose sur la table. Donc il aura la vie beaucoup plus tranquille que l'a eu Manuel Valls à Matignon. Alors, vous me fournissez une transition parfaite. Manuel Valls, il assure le bilan. On va l'écouter hier au soir. On va écouter ce qu'il a dit. Et puis on revient au débat. Depuis 2012, nous avons fait avancer collectivement tant de choses. La gauche est crédible en matière de sécurité et bien sûr de lutte contre le terrorisme. Elle a su réinventer sa vision de l'entreprise et du contrat social, accorder de nouveaux droits aux salariés. C'est cela le réformisme. C'est cela ce réformisme que j'ai voulu incarner. Et nous ne l'avons pas collectivement assumé. La parole de la France est une conviction profonde et respectée dans le monde. Voilà ce que nous avons fait. Le temps venu, l'histoire replacera notre action à la hauteur de ce qu'elle aura été. Et je vous le dis, nous n'aurons pas à rougir du travail accompli. Voilà, c'était Manuel Valls hier au soir qui assure le bilan, bien sûr, mais qui a quand même un petit peu été plombé par ce quinquennat, Hervé Favre. Et oui, puis il n'a pas su quoi en faire, parce qu'au départ, il a pris des distances avec cette histoire de 49.3 qui a été finalement catastrophique, parce qu'il a voulu changer de rôle, changer de costume, et ça passait pas, quoi. Et après, là, sur la fin de campagne, il revient à la défense du bilan. On doit être fier de ce qu'on a fait, on doit le défendre. L'histoire nous rendra justice, finalement, c'est ça son discours d'hier. Jefferson Desport, c'est pas simplement une erreur de stratégie, c'est une hécatombe chez les têtes d'affiche, les anciennes têtes d'affiche. Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande. Je veux dire, au fond, il est la suite de ça. Il fait pas bon être un sortant, tout simplement, dans cette affaire-là. Mais pour revenir à Manuel Valls, le sujet qui nous préoccupe, on peut se demander s'il n'a pas commis un péché d'orgueil. Il a poussé Hollande à ne pas y aller, pensant que ça allait lui ouvrir certains horizons. Alors, les portes de la primaire se sont ouvertes, mais en même temps, le retrait de François Hollande l'a discrédité. Et ça, ses adversaires l'ont pleinement intégré. Donc, ils l'ont intégré dans la peau du candidat du bilan, c'était lui. Et le discours qu'il a fourni hier soir pourrait très bien être celui que nous servira François Hollande en mai prochain au moment de quitter l'Élysée. Réhabiliter le bilan avant que d'autres ne le fassent. Pascal Jalabert. Le poids du rejet de François Hollande était trop lourd à porter pour Manuel Valls. En plus, s'ajoute une personnalité qui est quand même clivante à gauche depuis le début. Donc personnalité pas très populaire à gauche, poids du quinquennat, et puis quand même Emmanuel Macron lui avait piqué pas mal de soutien. À l'époque, des Gérard Collomb, le maire de Lyon, les députés bretons, ils soutenaient déjà Manuel Valls à 5%. Donc là, cela était déjà parti. Ce qui fait qu'il a commencé la campagne. Il est passé de Matignon à simple candidat à la primaire. Il est un peu parti en short, passez-moi l'expression. Donc là, ça devenait mission quasi impossible. C'est vrai que c'était quand même, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon voisin sur le fait qu'il a poussé Hollande sur la touche en disant moi je ferai mieux, toi tu peux plus nous défendre, laisse-moi la place. Non, mais c'est la double peine là quand même. C'est la double peine. Et on n'aura jamais la réponse, mais peut-être que François Hollande aurait eu un score un peu plus honorable parce qu'il aurait eu un réflexe plus de légitimité dans l'électorat socialiste. Est-ce que c'est un monde qui succède à un autre, au fond, avec cette hécatombe chez ceux qui avaient exercé le pouvoir ou qui avaient été très en place, Jefferson Desport. Je rappelais Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande, bien sûr. Oui, mais c'est en ça que cette élection présidentielle devient passionnante. On nous avait annoncé en juin Alain Juppé, président de la République, face à François Hollande, éventuellement Nicolas Sarkozy. On avait imaginé tout, sauf ça. Donc ça doit tous quand même nous inviter collectivement à une forme de prudence sur l'analyse, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on avait prévu, rien ne s'est passé. Donc voilà, c'est très ouvert et je pense que là c'est assez partagé chez tous les candidats et on l'a vu d'ailleurs chez François Fillon hier pour son grand meeting parisien. Lui il a carrément zappé le candidat socialiste. Lui maintenant son ennemi c'est Macron, donc il a ouvert un front direct contre Macron en mettant de côté Benoît Hamon. Maintenant, est-ce que en sous-estimant pas un adversaire qui vient d'être porté quand même par à peu près 2 millions de votants, est-ce qu'il fait pas une erreur? Voilà, là aussi ça va être des choses à regarder de près, mais surtout restons prudents, mais c'est en ça que c'est très passionnant.
passionnant. Emmanuel Macron, comment ça va se passer, Pascal Jalabert, alors maintenant? Alors Emmanuel Macron, il va encore se donner un peu de temps. Il est lui aussi à Lyon en même temps que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le 4 février. Voilà, le 4 février, il va rentrer dans la campagne et puis il va nous distiller son programme tout au long du mois de février. Là aussi, pour lui, il va falloir regarder s'il reste sur une ligne assez, entre guillemets, social-libérale ou s'il donne quelques inflexions à gauche. Moi, je pense qu'il va les donner. Pour lui, il est sur un boulevard. Donc il ne faut pas qu'il en sorte, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il se dévoile, et là, il va s'exposer à prendre des coups. François Fillon, il prend des coups sur quoi? Sur les 500 000 fonctionnaires. Et ça, c'était pas gênant dans la primaire à droite, ça l'est devenu après. Benoît Hamon, il prend des coups sur le revenu universel. Donc maintenant, ça va être plus compliqué de le défendre face à l'ensemble des Français que face à l'électorat de gauche. On va voir ce qu'Emmanuel Macron est capable de placer entre les deux. Et à l'inverse, quelle va être la stratégie de Benoît Hamon vis-à-vis d'Emmanuel Macron, Jefferson Despoir? Je pense que lui, il n'a surtout pas à changer de cap. Il n'a pas à aller séduire les électeurs d'Emmanuel Macron, ni encore moins ses soutiens. Et c'est pour ça que les députés socialistes qui envisagent de partir chez Emmanuel Macron, du côté de Chamon, on regarde ça quand même avec un petit sourire en coin, parce qu'ils ne seront pas très nombreux. Et surtout, on fait observer, et c'est vrai, que ceux qui s'apprêtent à partir avaient entamé cette démarche et cette réflexion avant la percée de Benoît Hamon. Donc de toute façon, cela s'était perdu, mais c'est quand même pas la majorité. Ensuite, face à Emmanuel Macron, lui, il a prouvé qu'un discours de gauche, avec des valeurs de gauche, avec l'étiquette Parti Socialiste, c'était pas rédhibitoire, il pouvait créer une dynamique. Et maintenant, Emmanuel Macron, lui aussi, rentre dans le dur. Il va falloir qu'il avance ses propositions, qu'il se dévoile. On va écouter quelques soutiens qui ne sont pas sur cette ligne-là, notamment Jean-Marc Germain, qui était hier au QG de Benoît Hamon. On l'écoute. Il faut d'abord assembler ceux dont on est le plus proche, qu'il a cité ce soir, mais souvenez-vous, dans le débat télévisé de mercredi, il a dit qu'il n'était pas fermé à des discussions avec Emmanuel Macron, mais à condition qu'Emmanuel Macron lève une ambiguïté. Pour l'instant, il se dit ni droite ni de gauche, et donc s'il veut faire partie de la grande famille de la gauche et l'écologie, il ne faut pas se priver d'avoir ces discussions, et la présidentielle devra clarifier cela. Député socialiste des Hauts-de-Seine, il ne faut pas se priver d'avoir des discussions intéressantes. Oui, et alors Jean-Marc Germain, en plus, est un aubriste du premier cercle. Il faut voir... Emmanuel Macron, effectivement, n'a pas non plus forcément intérêt à ce qu'il y ait des ralliements en masse du PS, des élus députés, des élus PS venant chez lui, parce qu'il n'a pas envie non plus de recycler cette partie des électeurs. Il a besoin de renouveau, quoi. Il veut présenter des candidats dans toutes les circonscriptions, des visages neufs, des femmes. Je pense qu'il n'a pas intérêt à ce transfert. Et les députés socialistes, eux, ils vont attendre. Maintenant, ils ont un candidat. S'il y a vraiment une dynamique qui se met en place, que la qualification au deuxième tour redevient possible, voilà, tout ça peut inciter quand même à beaucoup de prudence. Pascal Jalabert. C'est ce que je disais, les sondages, là, pendant 2 mois, on n'en a pas eu, après la bérésina de la primaire de droite. Donc là, ça va repartir comme en 12 ou comme en 16, avec une déferlante d'enquêtes d'opinion qui vont compter, parce que tout le monde va les regarder. Et là, c'est là qu'on va quand même voir les dynamiques, les meetings, les sondages, les reprises dans la presse. On va voir quelle va être la dynamique d'un côté entre Hamon et Mélenchon, et de l'autre entre Hamon et Macron. Et c'est là que les équilibres vont se constituer. Parce que, quand même, ce qu'il faut retenir de cette élection, c'est qu'à gauche, que ce soit avec Macron ou Hamon, l'électorat de gauche, c'est-à-dire ce que Jean-Pierre a fait rappeler la gauche d'en bas, a pris conscience que le second tour, Marine Le Pen, François Fillon, n'était plus une fatalité. Donc, à mon avis, ça rouvre le jeu et ça rend cette présidentielle hyper passionnante. Très rapidement, on a parlé de Bernard Cazeneuve tout à l'heure. Que peut faire François Hollande, Jefferson Despoir? Là, je pense que tout le monde va lui conseiller d'observer une bienveillante neutralité. Je pense qu'ils ne vont pas lui demander plus. Ils se sont débrouillés sans lui et jusqu'à présent, ça a plutôt bien marché pour Benoît Hamon. Le résultat de Manuel Valls doit inciter d'ailleurs François Hollande à se mettre en retrait. Alors, on va terminer par un mot sur François Fillon. Les cartes sont totalement rabattues. Cette présidentielle ne s'annonce pas comme prévu. Hervé Favre, de ce côté-là, on a entendu donc François Fillon hier à la Villette. Comment avez-vous trouvé d'abord François Fillon? Convaincant. Moi, j'étais pas sur place, donc je peux pas parler de l'ambiance, mais là, oui, convaincant pour les siens, quoi. Voilà, il prêchait des convaincus, mais ça va quand même être très très difficile de faire oublier cette affaire. Le problème, c'est qu'en général, à cette date-là,
on est en attaque. C'est-à-dire que ce soit Nicolas Sarkozy en 2007 ou François Hollande en 2012, qui se lançait. Un discours structurant. Voilà, c'est un discours structurant. Et puis on se lance vers une conquête. Là, il a joué en défense. Il fallait défendre Pénélope. Donc, la campagne, elle patine encore. Il va falloir un peu de temps pour la lancer. Avec un Alain Juppé au premier rang du versant Oui, des les sports. soutiens, on fait le boulot. On voulait aller regarder qui était là, qui n'était pas là. Laurent Wauquiez était là, Raffarin était là, Alain Juppé était là, Jean-Christophe Lagarde était là pour l'union de la droite et du centre. Bref, ce qu'on peut dire, c'est que François Fillon, moi j'y étais, son directeur de campagne parle clairement d'un discours fondateur. C'était très offensif, beaucoup de propositions. Il a tiré boulet rouge sur Emmanuel Macron, il est lancé lui aussi, mais maintenant et la une de Sud-Ouest derrière vous, c'est Benoît Hamon, bien sûr, à gauche toute. La une de La Voix du Nord, Hervé Favre, elle est aussi sur la primaire, bien sûr. Primaire de la belle alliance Hamon à gauche toute. Et le Progrès de Lyon pour Pascal Jalabert. Hamon haut la main et dans le Jura 61%. Et donc gros score. Oui, très gros score. Haut la main gauche. Voilà, haut la main gauche. Merci Pascal Jalabert du Progrès de Lyon. Merci Jefferson des Sports de Sud-Ouest et Hervé Favre de La Voix du Nord. On passe au zapping. Le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Il y aura un accès pour toute la presse à l'ensemble des résultats bureau de vote par bureau de vote et vous pourrez suivre toute la soirée en temps réel la remontée des résultats. À 9h45 ce matin, il s'est donc présenté dans son nouveau bureau de vote avec le fameux mail qui prouve son inscription. Et voilà comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez un récépissé? J'ai un mail. Mais c'est parfait, le mail, je vais voir. Je vais prendre votre pièce d'identité. C'est très bien, parfait. Veuillez voter, s'il vous plaît. Et des représentants des candidats seront aux côtés de la haute autorité qui a la responsabilité de valider les résultats. À 9h55, il est donc allé dans un autre bureau de vote de son quartier et vous allez voir que rien n'est réglé. Nous avons 567 563 votants, ce qui représente une hausse de participation par rapport à la participation enregistrée la semaine dernière à la même heure sur le même nombre de bureaux de vote remontés d'un peu plus de 21%. Et vous pouvez signer là. Voilà, ici, en face de votre nom. Résultat, notre journaliste a pu voter 4 fois dans 4 lieux différents et il aurait pu faire comme ça toute la journée. Communiqué à 17h, il y avait un peu plus d'1 300 000 votants sur 75% des bureaux de vote, soit une hausse de la participation d'un peu plus de 22%. Il faut respecter le choix, le vote des électeurs, mais tout est possible et rien n'est écrit. Est-ce que les électeurs ont envie de nous porter loin? Je crois que ce serait nécessaire dans la période actuelle avec l'effondrement de la droite. Sous les affaires de corruption. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Pour Manuel Valls, 41,35% des suffrages. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Ils ont le droit de gonfler leurs urnes si ça leur plaît, que ça leur convient. Et la preuve que ça leur convient, c'est que personne ne dit rien. Donc c'est leur façon de faire. Je ne discute pas ce point-là. Mais pas revenir nous donner la leçon, nous redemander de marcher au pas et de porter leur sac. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale, c'est Alexis Bachelet. Bonjour Alexis Bachelet, bonjour. Vous êtes le porte-parole de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin parce que je suppose que votre nuit a été courte. Merci. Pour vous interroger, à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, bonjour. Merci d'être avec nous. Alexis Bachelet, vous êtes le porte-parole de Benoît Hamon. Nécessité de rassembler maintenant pour lui. Il va le faire, il va faire des propositions à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot.
Que doit-il leur proposer et surtout quel est le calendrier? Est-ce qu'il est prévu le calendrier? Les choses vont aller rapidement maintenant. Benoît Hamon a gagné largement cette primaire. Il a la légitimité pour conduire sa famille politique, pour la rassembler. Ça a démarré dès hier soir. Il y a des dates de rendez-vous là qui sont prises? Et puis, il y a un rendez-vous avec Bernard Cazeneuve, il va y avoir un rendez-vous avec le président de la République, avec Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Luc Mélenchon, avec aussi en perspective une convention d'investiture dimanche prochain, donc avec l'ensemble des candidats de la primaire, l'ensemble des formations politiques qui ont contribué et qui ont permis la réussite de cet exercice démocratique. Donc dimanche, il y a un point d'orgue sur le rassemblement. Mais pas de café avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous dites. Écoutez, à ce stade-là, il n'y a pas encore de rendez-vous de prix, mais il y a une volonté annoncée par Benoît Hamon en tant que candidat d'aller rencontrer, discuter, échanger avec d'autres. Comment peut-on rassembler en même temps, par exemple, les partisans de Manuel Valls, qui étaient sur une ligne politique, qui n'était pas la vôtre, et ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui est encore une autre ligne politique? Je ne vois pas bien le dénominateur commun. Mais là, nous, on ne va pas faire de discussion de boutique. Il y a un projet qui a été validé par 59% des Français donc qui ont participé. Donc on se range derrière votre projet, point final. Donc il y a une base. Il y a une base. Le projet il peut être enrichi. Et puis on va s'adresser aussi, pensons-le, quand même aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, parce que peut-être que la discussion avec Jean-Luc Mélenchon lui-même, elle sera difficile. Il faut que lui il soit en posture de dialogue. C'est pas toujours le cas. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui l'avaient pris par défaut en se disant, puisqu'on ne sait pas vraiment s'il y aura un autre candidat de gauche, on prend celui-là. Mais maintenant, il y a un candidat de gauche, Benoît Hamon. Un candidat aussi. Donc en gros, vous dites que Hamon est là maintenant pour siphonner les voix de Mélenchon. C'est un peu ça. Je dis que les électeurs vont se porter vers celui qui est en capacité de rassembler, donc de gagner. Parce que, quelque part, le point commun entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont un peu sur les gauches irréconciliables. C'est chacun dans son couloir et on ne va pas discuter avec les autres parce qu'on n'a pas de point commun ou parce qu'on ne veut pas en chercher. Benoît Hamon, lui, il dit, si on cherche, on va trouver. On va trouver sur un certain nombre de sujets des choses qui peuvent nous fédérer. Par exemple, l'écologie. C'est aujourd'hui quelque chose qui est central dans le projet de Benoît Hamon. Ça peut fédérer à gauche. En aucun cas, là, je veux dire, le bilan de François Hollande est incarné par qui que ce soit. Alors dans ce cas-là, que tout est nul. Alors quand même Benoît Hamon a été ministre. Ça n'a jamais été le propos de Benoît Hamon pendant cette campagne. Il a dit des choses équilibrées. Il a reconnu que sur un certain nombre de sujets, bon, c'est pas parce qu'il a été ministre de l'Éducation, mais il y a aussi ce sujet-là sur lequel il y a eu des choses fortes, mais sur les sujets régaliens, la justice, la défense, la sécurité, Benoît Hamon a été en soutien comme ministre, puis comme député. Donc on n'a pas jeté tout le quinquennat, nous avons un regard peut-être plus critique que d'autres, mais vous savez très bien qu'une élection présidentielle, ça ne se gagne pas sur un bilan. Sinon, Lionel Jospin, par exemple, aurait été élu. Donc ça se gagne sur un projet, sur une vision d'avenir. Voilà, on est tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qui est amendable dans le projet de Benoît Hamon pour quand même faire quelques gestes vis-à-vis de ceux que vous voulez rassembler? Citez-nous un exemple. Moi, je pense que le projet va être enrichi dans les jours et les semaines. Sur le revenu universel, par exemple, on fait comment pour rassembler tout le monde autour de cette idée? Écoutez, sur le revenu universel, il y a une première étape sur laquelle il n'y a pas d'ambiguïté. C'est l'étape de l'extension aux 18-25 ans, revalorisation à 600 €. Celle-là, elle est chiffrée, 40 milliards, et elle est réalisable dès 2018. Donc là-dessus, il n'y aura pas de remise en cause de ce qui a été expliqué pendant la campagne, et d'une certaine manière, pardon de le dire comme ça, mais qui a été validé par les électeurs de la primaire. Ils le savaient très bien. On a parlé pendant des jours et des jours du revenu universel, de cette première étape et d'une seconde étape à construire, qui prendra sans doute un certain temps, qui nécessitera... Alors qui va travailler sur ce projet économique, par exemple? Est-ce que l'économiste Piketty, par exemple, peut avoir un rôle? Des gens comme Thomas Piketty et d'autres, d'ailleurs, qui se sont exprimés avant même la primaire en disant que le revenu universel était une proposition intéressante et qu'il fallait la construire, eh bien, il est bienvenu, évidemment, pour la construire avec nous, et on souhaite évidemment renforcer... C'est prévu. Il n'y a pas aujourd'hui de choses qui sont prévues, et c'est Benoît Hamon de toute façon qui fera les annonces. C'est pas moi qui vais vous dire aujourd'hui qui va intégrer l'équipe, mais il est clair que cette rencontre... il est clair que moi j'ai déjà rencontré Thomas Piketty. C'est quelqu'un avec qui nous partageons énormément de points communs, de vision, et donc sur la fiscalité, notamment la réforme fiscale. Et donc oui, Thomas Piketty, s'il souhaite travailler avec Benoît Hamon, sera le bienvenu, et on souhaite élargir aussi à d'autres personnalités. Emmanuel Macron, c'est dans cette campagne maintenant qui démarre aujourd'hui, c'est un adversaire, c'est un concurrent? Emmanuel Macron, c'est un concurrent.
Il s'est lancé déjà depuis plusieurs mois dans l'élection présidentielle. Vous lui tendez pas la main, vous l'attendez à Jean-Luc Mélenchon, mais pas à Emmanuel Macron, si j'ai bien compris. On ne sait pas très bien. Moi, j'ai été, hier dans des débats avec des porte-paroles de Emmanuel Macron qui nous disaient Emmanuel Macron, il est et de droite et de gauche. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est être et de droite et de gauche. Je vois bien ce que c'est être de droite. Je vois bien le programme de François Fillon, baisse des fonctionnaires, début de privatisation de la sécurité sociale, retraite à 65 ans. Je sais ce que c'est qu'être de gauche. En tout cas, pour Benoît Hamon, on a un projet qui est clair avec des identifiants extrêmement forts. Mais être et de droite et de gauche, je ne sais pas. Donc, comment vous expliquez qu'il y a des tentations alors de certains de vos collègues et certains certains de vos collègues socialistes, vous savez, regardent quand même ce qui se passe du côté d'Emmanuel Macron. Certains pourraient même le rejoindre. Comment vous expliquez cette démarche alors? Écoutez, d'abord, nous verrons des 10 collègues vont réellement rejoindre Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dites à ce sujet. Je pense que la réussite de la primaire, à la fois la participation populaire, la victoire nette de Benoît Hamon va créer une dynamique. Et je pense que finalement, il y a beaucoup de collègues, et d'ailleurs ils nous l'ont dit, même avant le second tour, moi je croisais des gens qui étaient dans la campagne de Manuel Valls qui nous disaient « Ne vous inquiétez pas, si Benoît Hamon l'emporte dimanche, nous resterons au Parti Socialiste et nous serons... » Dans un sondage quand même ce matin, Macron est à 21%, Fillon à 22%, et Hamon est quand même à 15%. Il est derrière. La dynamique, elle est du côté visiblement de Macron pour l'instant. C'est tout à fait contestable. Il y a 15 jours, Benoît Hamon était donné à 7% dans certains sondages. Ça veut dire qu'en 15 jours, il a pris 7%. Ça veut dire que dans une semaine, il peut être à 20% et dans quelques jours, être devant Macron. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous direz finalement... La dynamique, elle continue. Donc vous dites tout est jouable là. Mais tout est rebattu, bien sûr. C'est une nouvelle campagne qui démarre. À la minute où je vous parle, il y a des électeurs qui pensaient, comme certains pensaient voter Mélenchon, d'autres pensaient voter Macron. Puis ils découvrent qu'il y a un candidat qui est plus central, qui s'appelle Benoît Hamon, et qui peut rassembler des gens qui viennent de chez Mélenchon et de chez Macron. Oui. C'est Alexis Bachelet, le porte-parole de Benoît Hamon, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Alexis Bachelet, le Parti Socialiste. La rue de Solferino est bientôt entre vos mains. Certains disent même aux mains de frondeurs. Est-ce que c'est la fin d'un certain Parti Socialiste ? C'est pas la fin. D'abord, c'est pas la fin du Parti socialiste. Je sais que d'un certain il y a beaucoup de commentateurs qui annonçaient l'implosion, la disparition. Beaucoup d'ailleurs le souhaitaient. On va le voir dans les jours qui viennent aussi. Écoutez, pour l'instant, c'est la fin d'une époque pour vous. C'est la fin d'une manière de pratiquer. On tourne une page, c'est incontestable, et je pense qu'il va y avoir une forme de renouveau. Une forme de... Ça va se traduire dans les hommes, ça va se traduire dans les instances du Parti Socialiste, comment, je dirais, prendre en compte ce nouveau rapport de force? Écoutez, de ce point de vue-là... Il est clair, le rapport de force, donc... On ne peut pas confondre les calendriers. On était dans une primaire. Donc ce qu'on a désigné, c'est notre candidat à l'élection présidentielle. Évidemment, l'ensemble du Parti Socialiste, je dis bien l'ensemble du Parti Socialiste, dans toutes ses composantes, désormais, va se retrouver derrière notre candidat. Premier secrétaire compris. Premier secrétaire, j'ai même envie de dire premier secrétaire en première ligne. C'est sa responsabilité à la fois de rassembler le parti derrière Benoît Hamon, mais aussi d'être lui-même engagé dans cette campagne. Il a encore sa place en tant que premier secrétaire du parti. Mais écoutez, on parle de hier soir, c'était pas très chaleureux quand même quand il est apparu avec le perdant, le vainqueur. Il y a eu une image de rassemblement, Jean-Christophe Cambadélis, Manuel Valls. Très furtive, les observateurs ont remarqué que ça n'a pas duré très longtemps. Bon, il y avait une soirée à la Mutualité, donc Benoît Hamon avait prévu évidemment de passer à la rue de Solferino pour marquer cette image, ce rassemblement, et puis après il est reparti à la Mutualité. Si on compare avec l'image de 2011, Aubry et Hollande, c'est pas la même chaleur humaine quand même. Vous avez remarqué vous aussi, non? J'ai remarqué que c'était pas tout à fait la même mise en scène, mais l'important c'était que l'image elle ait lieu, elle se fasse, elle montrait quelque chose, l'image en soi. Et après tout, il n'était pas évident pour tout le monde. On nous disait avant les élections, ça sera très dur après. Mais vous n'appelez pas de changement au Parti Socialiste pour l'instant? Non. Écoutez, il y aura un temps pour ça. Ça sera éventuellement un congrès à la fin de l'année. C'est dans nos statuts. Je n'invente rien. Après l'élection. Après l'élection présidentielle. Voilà, c'est prévu après l'élection présidentielle. Donc, il ne faut pas mélanger les calendriers. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, il doit se mettre en ordre de marche derrière Benoît Hamon, avec Jean-Christophe Cambadélis, avec tous les autres élus et responsables. Et moi, je suis relativement optimiste aujourd'hui. Je pense que le Parti Socialiste veut gagner l'élection présidentielle. Et donc, nous allons nous mettre en marche.
Dans un monde compliqué aujourd'hui, je pense, au point de vue international, avec notamment les prises de position de Donald Trump, mais pas seulement les prises de position, les actes. Benoît Hamon, aujourd'hui, dans un nouveau costume, il pourrait demain être président de la République. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que la France et l'Europe, je parle notamment des mesures anti-islam, anti-musulmans plutôt, est-ce que vous trouvez que François Hollande est trop timide dans cette séquence-là ? Moi, je pense que François Hollande a déjà condamné et s'est déjà exprimé pour dire à quel point il était heurté, choqué par les premières décisions de Donald Trump, celle-là et d'autres, notamment par rapport à la COP21, à l'environnement. Mais je pense qu'il faut que l'Europe, monte le son. Il faut qu'on entende. Qu'est-ce que ferait un Benoît Hamon, président de la République, dans une période comme celle-là ? Bien, Benoît Hamon, justement, il fait partie de ceux qui souhaitent que l'Europe, elle soit plus forte et qu'elle soit plus audible sur la scène internationale. Il est de ceux qui sont critiques sur les contenus politiques, en particulier dans le domaine économique et budgétaire. Il voudra effectivement des réorientations, mais il ne veut pas casser l'Europe, parce que justement, dans un monde où nous avons l'élection de Trump d'un côté, un expansionnisme russe à travers la politique de Vladimir Poutine qui s'affirme maintenant depuis plusieurs années. Il y a une véritable volonté russe de s'affirmer sur la scène internationale. Je pense que ce n'est pas le moment de briser l'Europe et qu'au contraire, il faut resserrer les liens avec nos partenaires sur les questions de défense. Parce que M. Trump a annoncé aussi avec une défense européenne, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, la France est le pays en Europe qui assume une grande part des dépenses militaires. Même maintenant que le Royaume-Uni s'est un petit peu détaché de l'Union européenne, la France est le pays qui dépense le plus dans le domaine. Justement, pour vous, ça doit être quoi le budget de la défense pour la France ? Ça doit représenter combien ? Benoît Hamon s'est exprimé pendant la campagne. Il le souhaite à 3% sur l'ensemble des budgets de sécurité. Défense et sécurité intérieure. Et puis, ce qui est souhaitable, c'est qu'aussi la charge que représente aujourd'hui le poids de la défense européenne, qui repose pour beaucoup sur la puissance de l'armée française et sur les dépenses militaires de la France, elle puisse être partagée avec nos partenaires européens. Je crois qu'il faut que... Est-ce qu'on peut, pardon de vous interrompre, est-ce qu'on peut discuter sérieusement avec Angela Merkel, par exemple, sur ces sujets-là, qui sont des vrais sujets, alors que probablement on laissera filer un peu les déficits. Quand je dis un peu, c'est peut-être plus. Si par exemple on applique votre fameuse mesure, mais c'est le même revenu universel. C'est le même sujet, Monsieur Leclerc. À partir du moment où la France contribue de manière plus importante à la défense européenne que d'autres pays, la question effectivement de l'intégration dans les calculs du déficit de ces dépenses militaires, elle doit être faite. C'est ça que Benoît Hamon va porter avec Angela Merkel, et je pense il engagerait d'autres dépenses aussi, vous le savez bien, qui sont pas que la défense. Ça m'avait pas échappé. Mais il faut aussi effectivement qu'on puisse faire partager au niveau européen un certain nombre de charges qui reposent aujourd'hui sur nos épaules, et il n'y a pas de raison que la France soit seule aujourd'hui à supporter ce qui est un enjeu pour le continent européen, c'est-à-dire d'avoir une capacité militaire, une capacité de défense qui doit être, à mon avis, mutualisée et portée à un niveau européen. Une question politique. Cette rencontre entre Benoît Hamon et François Hollande demain, on a envie d'être petite souris pour y être, parce que quelque part, Benoît Hamon, c'est le vainqueur contre le quinquennat et le résultat du quinquennat de François Hollande. Que vont-ils se dire ? Que doivent-ils se dire demain ? Très vite. D'abord, ils se connaissent bien. C'est deux personnalités qui ont milité, qui ont été responsables politiques au sein de la même famille pendant des années. Donc, c'est pas des gens... Bon. Vous voyez, donc ils vont pas non plus... c'est pas comme s'ils avaient rien à se dire. Donc, le président va le féliciter. Bravo, tu as gagné contre mes idées. Je pense que le président va le féliciter pour cette belle primaire. Et puis, ils auront peut-être l'occasion de se dire aussi ce qui a été et ce qui n'a pas été dans ce quinquennat. C'est vrai qu'il y a eu des déceptions. Ne nous le cachons pas. Le résultat de la primaire en soi indique que beaucoup de Français de gauche portent un regard critique sur le quinquennat. C'est pas seulement... Vous savez, il faut sortir maintenant des clichés frondeurs, pas frondeurs. Il n'y a plus de frondeurs. Il n'y a plus de frondeurs. Mais vous souhaitez il y a les valsistes qui seront peut-être les frondeurs. C'est vous qui le dites. Non, moi, je souhaite. Non, mais moi, je souhaite pas qu'il le soit. Il y a encore un président de la République en place. Mais bien sûr. Mais vous souhaitez son soutien ? Mais il est souhaitable que le président de la République dise effectivement qu'il soutient le président issu de sa famille politique. Je rappelle qu'il a été pendant 11 ans premier secrétaire du Parti Socialiste et qu'il a lui-même gagné la primaire. Comment peut-il le soutenir alors qu'il n'a pas été voté à la primaire ? Alexis Bachelet. Dernière question. Attentat au Québec cette nuit, 6 morts dans une mosquée. Le terrorisme est toujours là. Que propose Benoît Hamon ? Que pourrait-il faire s'il était président de la République ? Benoît Hamon, il a d'abord soutenu les choix qui ont été faits pendant ce quinquennat dans le domaine de la sécurité.
il a voté l'état d'urgence, il a voté l'augmentation des budgets. Donc effectivement, il faut poursuivre. On est dans une période, il l'a rappelé hier soir Benoît Hamon, qui est lourde de menaces. Donc notre pays ne doit pas baisser la garde, mais il doit aussi renforcer les liens avec les partenaires en Europe, parce que les questions de sécurité comme les questions d'immigration ne peuvent pas être traitées uniquement à l'échelle de l'Hexagone. Alexis Bachelet, porte-parole de Benoît Hamon, qui a eu une nuit courte et qui était sur le plateau de Territoire d'Info ce matin. On passe au débrief de vos propos. Merci. Voilà, Alexis Bachelet quitte ce plateau et je cueille avec plaisir ce matin Béatrice Houchard de l'Opinion. Bonjour Béatrice. Bonjour Cyril. Pour venir débriefer ses propos et nous parler de cette actualité ce matin. Et Jefferson Desports de Sud-Ouest qui était avec nous dans la première partie de cette matinale d'info et qui nous rejoint pour le débrief. On rappelle le score rapidement. Benoît Hamon 58,72%, Manuel Valls 41,28%. C'est une nette hausse de la participation qui a été notée aussi avec la barre des 2 millions de votants franchis. Béatrice Houchard, Benoît Hamon, c'est la surprise. Pas tellement par rapport au premier tour, mais par rapport à son entrée en campagne il y a quelques semaines. Oui, même si on n'était pas persuadé que Manuel Valls était vraiment sûr de gagner cette primaire, il y aura eu une surprise à chacune des deux primaires. Il faut dire que Benoît Hamon était parti de loin. Je dirais un peu comme pour François Fillon, finalement c'est le travail qui a payé. Pas seulement, il y a bien d'autres raisons évidemment, mais il avait commencé sa campagne l'été dernier, il avait travaillé, il a eu le mérite de mettre sur la table des sujets nouveaux et des vrais sujets de débat. On va pas quoi qu'on pense des propositions en question, on va pas le lui reprocher. C'est un peu c'est lui qui a fait l'actualité de la primaire. C'est lui qui a fait l'actualité, disons que ça a tourné effectivement autour de ses propositions, et puis il y avait du boulot derrière, et puis le cœur de l'électorat de la primaire était très à gauche. Voilà, ça c'est pas vraiment une surprise. Ça. Jefferson Desports, maintenant il doit rassembler. Oui, c'est la mission peut-être la mission impossible qui lui échoue aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il pourra le faire? C'est vraiment exactement cette question-là. Il doit le faire. D'abord, au sein du PS, avec ses adversaires d'hier, les soutiens de Manuel Valls, qui l'attendent au tournant, il le sait. Il a commencé à donner des signes d'inflexion. Alexis Bachelet l'a dit sur votre plateau, Cyril. Le projet peut être enrichi. C'est une manière d'ouvrir la porte, de dire qu'il y a peut-être des compromis possibles. Peut-être pas sur la première tranche du revenu universel, il a dit celle-là, elle est actée, mais pour la suite, c'est là où il y a un flou et c'est là où il faut travailler. Donc là, il y a peut-être des opportunités, mais aussi à l'extérieur du PS, avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Alexis Bachelet l'a dit, des rendez-vous sont pris. On verra, attendons quelques jours pour voir comment ça peut tourner. Béatrice Houchard, en même temps, Alexis Bachelet, le porte-parole de Benoît Hamon, n'a pas dit qu'il y avait d'actualité au PS. Pas de changement pour l'instant. Jean-Christophe Cambadélis va faire la campagne de Benoît Hamon. Il a été très clair là-dessus, Alexis Bachelet. Oui, les rendez-vous du PS, c'est le congrès qui suivra. Alors, sauf s'il y avait une hémorragie énorme de parlementaires, par exemple, qui iraient vers Emmanuel Macron. Il y aura une réunion des députés socialistes demain matin à l'Assemblée nationale qui risque d'être assez houleuse, comme celle de la semaine dernière d'ailleurs. Sinon, si les choses se passent pas trop mal, au moins en apparence, il n'y a pas de raison que la direction du PS change pour l'instant. Il y a des rendez-vous tout de même cet après-midi. Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, chef de la majorité, en théorie, en tout cas, chef de la majorité, le reçoit. Et François Hollande demain. Bon, ils ont été très l'un et l'autre discrets, voire inexistants, ne sont pas intervenus en tout cas dans la campagne, ce qui était sans doute mieux de leur point de vue. Donc voilà, ils vont voir le candidat de leur camp. Ce qui m'intrigue sur le programme, moi, c'est de savoir si le programme de Benoît Hamon pour la primaire devient le programme présidentiel. J'ai l'impression que non. C'est-à-dire qu'il y a un programme présidentiel qui va se faire, sur quelle base et en rassemblant avec qui, ça ne sera pas tout à fait, contrairement à ce qui se passe à droite, où François Fillon dit c'est mon programme et je n'en changerai pas, même si on voit qu'il est en train de... Est-ce que c'est vraiment le programme de la primaire qui devient le programme présidentiel? Je crois comprendre que non. Jefferson Desports, comment faire cette synthèse, qui est un mot qu'adorent les socialistes? Je pense que là, on va sortir justement de ce vocabulaire. Je pense que Benoît Hamon va tout faire, sauf effectivement de faire une synthèse, au moins sur la forme. Après, sur le fond, on verra. Mais pour revenir sur ce que disait Béatrice, par exemple, on a vu François Fillon hier reparler de son programme. Et comme par hasard, il ne dit plus il faut supprimer 5000 postes de fonctionnaires. Il parle de 8%. 500 000. Non, 500 000. Il parle plus des 500 000, il parle de 8%. Bon, c'est beaucoup plus doux à prononcer, ça fait moins peur, ça fait moins mal. Donc du coup, là aussi, il croit que ça fait moins peur et que ça fait moins mal. Mais dans le débat, en tout cas hier, moi j'étais au meeting, ça passe un peu mieux. 8%, on ne le mesure pas bien, on ne le chiffre pas. 500 000, tout de suite, ça parle beaucoup plus. Donc pour Benoît Hamon, et revenir à votre question, le rassemblement, ça va être sur les idées, il les a posées sur la table. Maintenant, comment elles peuvent s'accorder avec celle de Yannick Jadot et surtout celle de Jean-Luc Mélenchon? Là, encore une fois, les discussions sont ouvertes. En plus, pas de doute, ils resteront dans la course, à la fois chez Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, même les écologistes le reconnaissent, il aura beaucoup de mal à avoir
avoir ses signatures. Il dit qu'il est à mi-parcours autour de 200 signatures. C'est pas dit qu'il les ait. Surtout, il est compatible avec Benoît Hamon. Donc là, on peut imaginer une vraie passerelle. Je pense que ce sera beaucoup plus compliqué. C'est pas ce qui transparaît des derniers propos évidemment de Yannick Jadot. Mais... il a une présidence. Il est vainqueur de la primaire écologiste. Il est candidat à la présidentielle. Il doit finir son travail et aller au bout de sa démarche. Et le rassemblement, en tout cas, il est plutôt envisageable. Oui, 200 promesses de signature fin janvier, c'est rare que ça fasse 500 vraies signatures mi-mars, puisque ce sera mi-mars. Donc là, il y a un réservoir de voix possibles pour Benoît Hamon. D'abord, effectivement, Benoît Hamon a eu tout un discours sur l'écologie, beaucoup plus que les autres candidats à la primaire. Des thématiques qu'il a beaucoup développées. Et surtout, le principe de réalité va se rattraper au vert. S'ils veulent être présents d'une manière ou d'une autre... Ils n'ont pas d'argent. Et en plus, ils ont un gros problème financier, tout à fait exact. Ils n'ont pas d'argent. Donc, vous dites qu'il y a un réservoir de voix, d'électeurs possibles à ce jour et d'accords possibles, j'en sais rien, mais d'accord possible avec Yannick Jadot. Avec Jean-Luc Mélenchon, j'y crois pas une seconde. Mais avec Yannick Jadot, oui. Jean-Luc Mélenchon? Non, ça va être compliqué. Jean-Luc Mélenchon, en plus, là, est vraiment sous pression. On l'a dit dans la première partie de l'émission. C'est l'un des perdants ce matin de la primaire de la gauche. Un premier sondage est sorti. Il est désormais à 10%. Benoît Hamon le devancerait. Alors, restons prudents avec tout ça. On va attendre encore dans les prochains jours. Mais clairement, chez Benoît Hamon, on estime qu'on peut prendre des voix à Jean-Luc Mélenchon, vu qu'il incarne ce discours à gauche qui jusque-là faisait défaut et qui pouvait expliquer que certains électeurs de gauche soient tentés par Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues de ce point de vue-là. J'éviterais d'enterrer trop vite Jean-Luc Mélenchon. Il est candidat depuis, ça va faire un an. Il s'était déclaré en février l'année dernière. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant sur Benoît Hamon, mais c'est normal, c'est on est maintenant on va être dans la vraie campagne présidentielle. Comment il se comporte pendant la vraie campagne présidentielle? Est-ce qu'il sait faire? Ça ne s'improvise pas non plus une campagne. Je dis pas qu'il ne saura pas le faire, mais ça on n'en sait rien. Jean-Luc Mélenchon, on sait. Il est parfaitement à l'aise là-dedans, il adore ça, il a commencé, il est complètement dedans, il sait faire. Donc je pense qu'il y a un petit effet pro-Hamon dans les sondages qui est normal, puisque c'est lui qui vient d'être désigné. Attendons un peu avant de nous emballer. Vous n'avez pas parlé du candidat de la droite, François Fillon. Il sera pourtant aussi un adversaire important pour Benoît Hamon. Si on se réfère au meeting d'hier à la Villette, son adversaire pour l'instant c'est plutôt Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Hier à la Villette, il a quand même volontairement zappé le candidat qui a été désigné hier soir. Donc eux, ils préfèrent tirer à boulet rouge sur Macron. Ça semble plutôt leur menace immédiate. On verra ce qu'ils feront face à... Tout de même, Alexis Bachelet ce matin a parlé du programme de François Fillon, en contestant évidemment les principaux points. François Fillon va revenir dans la bataille pour Benoît Hamon, à votre avis, Béatrice Houchard? Il reste fortement. Il est obligé d'être. De toute façon, ils vont tous être dans la bataille. Maintenant, on a à peu près tout le casting. Il manque ce que va faire François Bayrou. Et étant donné l'affaire autour de François Fillon, je suis pas tout à fait sûr qu'il est prêt à faire un accord avec François Fillon. On devrait le savoir au plus tard le 15 février pour François Bayrou, puisqu'il a son bouquin qui sort cette semaine. Mais ça va être intéressant aussi, parce que je suis pas sûr qu'il soit encore à 15 ou 17%, mais s'il pèse 5, 6 ou entre 5 et 10% des voix, ça compte. Personne d'espoir sur François Fillon? Sur François Fillon, c'est ce que disait Béatrice, attendons de voir s'il peut récupérer François Bayrou. Maintenant, lui aussi a vu une campagne difficile à démarrer, ça patinait. Donc hier soir, il a voulu remobiliser les troupes. C'est fait. Est-ce que ça portera? Là encore, attendons un tout petit peu. Merci Jefferson Desports de Sud-Ouest. Merci Béatrice Houchard de l'Opinion. On va regarder ensemble le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info. Il y aura un accès pour toute la presse à l'ensemble des résultats bureau de vote par bureau de vote et vous pourrez suivre toute la soirée en temps réel la remontée des résultats. À 9h45 ce matin, il s'est donc présenté dans son nouveau bureau de vote avec le fameux mail qui prouve son inscription. Et voilà comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez un récépissé? J'ai un mail. Mais c'est parfait, le mail, je vais voir. Je vais prendre votre pièce d'identité. C'est très bien, parfait. Veuillez voter, s'il vous plaît. Et des représentants des candidats seront aux côtés de la haute autorité qui a la responsabilité de valider les résultats. À 9h55, il est donc allé dans un autre bureau de vote de son quartier et vous allez voir que rien n'est réglé. Nous avons 567 563 votants, ce qui représente une hausse de participation par rapport à la participation enregistrée la semaine dernière, à la même heure, sur le même nombre de bureaux de vote remontés, d'un peu plus de 21%. Et vous pouvez signer là. Voilà, ici, en face de votre nom.
Résultat, notre journaliste a pu voter 4 fois dans 4 lieux différents et il aurait pu faire comme ça toute la journée. Communiqué à 17h, il y avait un peu plus d'1 300 000 votants sur 75% des bureaux de vote, soit une hausse de la participation d'un peu plus de 22%. Il faut respecter le choix, le vote des électeurs, mais tout est possible et rien n'est écrit. Est-ce que les électeurs ont envie de nous porter loin? Je crois que ce serait nécessaire dans la période actuelle avec l'effondrement de la droite, sous les affaires de corruption. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Pour Manuel Valls, 41,35% des suffrages. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Ils ont le droit de gonfler leurs urnes si ça leur plaît, que ça leur convient. Et la preuve que ça leur convient, c'est que personne ne dit rien. Donc c'est leur façon de faire. Je ne discute pas ce point-là. Mais pas revenir nous donner la leçon, nous redemander de marcher au pas et de porter leur sac. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Voilà, fin de Territoire d'infos sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin à la même heure. Bonne journée à tous. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle, est l'invitée de Questions d'Info cette semaine. Questions d'Info, présentée par Frédéric Aziza, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, mercredi à 20h30.